Alors bonjour, je suis Christophe Hinault et je vais vous parler dans l'heure qui vient d'un réseau un petit peu particulier, un réseau qui est fait de verre. C'est le réseau de fibre optique et je vais vous montrer comment ce réseau de verre est capable de battre tous les records et comment il s'est imposé comme un élément essentiel de notre vie au XXIe siècle. Donc je voulais remercier les réseaunautes et la BU Le Cortex pour m'avoir proposé de faire cette intervention autour des fibres optiques. Alors, les réseaux, on n'a pas attendu les fibres optiques pour disposer de réseaux performants. En effet, les Romains avaient déjà installé un réseau sur la Gaule et dans tout leur empire. Ce réseau leur permettait déjà de défendre l'Empire, ça permet d'avoir des troupes qui se déplacent plus rapidement, ça permet également de commercer et ça permet un échange d'informations beaucoup plus rapide. Alors, si vous voulez voir des vestiges de ce réseau gallo-romain, hein, il vous suffit de vous rendre au Barque de la Colombière où on voit encore quelques pavés d'époque romaine. Alors, le réseau dont je vais vous parler, moi, aujourd'hui, c'est le réseau des fibres optiques et c'est un réseau qui est d'ores et déjà installé et qui marche extrêmement bien. Et je vais vous citer deux chiffres pour vous montrer un petit peu le niveau de performance que peut atteindre ce réseau. Le premier, c'est la longueur de fibre optique qui a été installée rien qu'en une seule année. Ici, j'ai pris l'année 2019, avant l'ère Covid. Et en cette année, il y a eu plus de 510 millions de kilomètres de fibres optiques qui ont été installés de par le monde. Ça représente plus de 3 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Donc vous imaginez tout de suite, eh bien, ce réseau qui est extrêmement conséquent et qui est d'ores et déjà là et qui fonctionne. L'autre chiffre que je voulais vous citer, eh bien, c'est le nombre d'informations qu'on peut faire passer par une fibre optique. Alors, quand on a imaginé les fibres optiques en 1966, les annonces de presse, pariaient sur une capacité qui pouvait aller jusqu'au gigabit, c'est-à-dire le milliard d'informations échangées en une seule seconde. Ce qui est déjà considérable, c'est 200 chaînes de télévision, 200 000 lignes de téléphone. Alors, généralement, quand il y a une nouvelle technologie, hein, on a tendance à gonfler un peu ces chiffres pour les rendre impressionnants. Mais là, dans cette annonce, même en gonflant les performances, les chercheurs, sont trompés. Et ils ne sont pas trompés d'un petit peu, ils ne sont pas trompés d'un facteur 2, d'un facteur 5 ou d'un facteur 10, ils se sont trompés d'un facteur 1 million. En effet, depuis le début des années 2010, c'est pas un milliard d'informations par seconde qu'on est capable de transmettre sur une seule fibre optique, mais c'est 1 million de milliards d'informations par seconde qu'on est capable de véhiculer. Et, et ça, on va parler alors non plus de gigabits par seconde, mais de pétabits par seconde. Le préfixe péta, c'est pour 10 puissance 15, 1 million de milliards. Donc vous voyez, ce fibre optique, c'est capable de véhiculer une quantité phénoménale d'informations. Et du coup, c'est que sans les fibres optiques, le réseau tel qu'on le connaît actuellement ne pourrait jamais exister. Il ne pourrait pas fonctionner. Donc, que ce soit Facebook, Google, ou encore plus des sites de vidéos comme YouTube, TikTok, Instagram, tout ça ne fonctionnerait pas. Ça ne repose pas que sur la 4G, ça repose aussi sur une infrastructure physique qu'est la fibre optique et qui permet de relier les grands centres où sont conservées ces données. Et donc, tout ce que vous connaissez, toute la surcouche qui vous est visible, a besoin de la fibre optique pour pouvoir fonctionner. Et sans fibre optique, tout le réseau d'échange d'informations tel qu'on le connaît actuellement,
n'aurait pas pu exister, rien n'aurait été possible. Bien sûr, il y a d'autres moyens, hein. Il y a la DSL, il y a la 4G. Ça permet déjà de transporter pas mal d'informations. C'est l'équivalent des départementales, des nationales. Mais quand on veut envoyer une très grande quantité d'informations, eh bien, on a besoin d'une autoroute. Et les autoroutes de l'information, elles sont réalisées en fibre optique. Alors, on va voir que cette idée d'utiliser la lumière pour communiquer, eh bien, ne date pas de notre génération. Elle a été utilisée bien plus tôt. Et c'est en fait assez naturel. Parce que si on regarde les différents sens dont on dispose, le sens qui permet d'aller le plus loin, c'est la vue. On peut voir des choses sur quelques kilomètres. Donc la transmission elle sera beaucoup plus efficace à travers la vue. Et ça a pu être utilisé dès l'Antiquité avec par exemple les récits où on avait des guerriers sur leur bateau qui utilisaient la réflexion du soleil sur leur bouclier pour prévenir les villes de leur victoire avant leur arrivée dans la ville. Là, c'était l'héliographe qui signifie écrire avec le soleil. Et ce type d'application, eh bien, on l'a trouvé jusque dans les années 60 sur les champs de bataille avec des dispositifs qui étaient faciles à mettre en œuvre et qui permettaient de communiquer juste en utilisant un petit miroir qu'on faisait bouger et ça permettait de transmettre une information à un autre soldat qui regardait dans la direction précise du miroir lumineux. Alors, d'autres exemples où on utilise un signal lumineux pour prévenir, eh bien, le phare. Le phare permet d'indiquer la présence d'un danger. Je vous rappelle, pharos en anglais, ça se dit lighthouse, maison de lumière. Et dans les dispositifs de communication, on peut aussi introduire les signaux de fumée des Indiens qui étaient visibles à plusieurs kilomètres de distance. Dans ce cas-là, eh bien, que ce soit pour les signaux de fumée ou bien l'héliographe sur le champ militaire, faut rajouter un code. Alors maintenant, si on veut communiquer sur des centaines de kilomètres, il va falloir bien trouver une solution, une variante un peu plus élaborée. Et là, j'ai repris le cas d'une carte, la carte de l'univers de Tolkien, et à un moment, on a le Gondor qui est attaqué, et sa capitale Minas Tirith envoie un signal de détresse au Rohan. Et il y a quand même 350 kilomètres entre les deux capitales. Et ça, ce signal de détresse, il va passer par des signaux lumineux, par des feux qui vont être allumés. Et quand un feu allumé est visible, il est reproduit par un autre feu. Et du coup, comme ça, le message de détresse est capable de parcourir les centaines de kilomètres qui séparent les deux villes, tout ça de manière assez rapide et malgré tous les obstacles naturels qui sont présents. Bon, vous allez me dire, ici, c'est l'univers fantastique de Tolkien, de la réalité, ça n'a pas forcément existé. Eh bien si, parce que si on regarde le plus grand système de défense qui a été construit par l'homme, c'est la Grande Muraille de Chine, et cette muraille de Chine, on a des tours qui sont régulièrement espacées, et en cas de danger, la présence d'une menace eh bien, était signalée par l'allumage de feux. Là, le but était d'avoir des feux qui font le maximum de fumée et ils étaient reproduits de tour en tour jusqu'au centre de décision. La France a aussi mis son système de défense optique en œuvre. C'était à la fin du XVIIIe siècle et c'était le télégraphe Chappe. Donc, il consistait en des tours et au-dessus des tours étaient montés des bras articulés et suivant la position de ces bras, on pouvait avoir des lettres. Donc là, on a un alphabet qui était matérialisé par les différents bras et les personnes qui travaillaient dans les tours observaient les deux autres tours et quand un signal était indiqué sur une tour, il reproduisait
ce signal sur leur tour, qui était ensuite vu par la tour suivante, et ainsi de suite. Comme ça, le signal se propageait à grande vitesse. Là, on était limité par le temps d'intervention pour changer les bras, pour bien voir le signal. Et quand il y avait un fort brouillard, on pouvait avoir quand même une limite en termes de visibilité. Typiquement, hein, l'espace entre les tours, c'était de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Et ce système CHAP, il a permis comme ça de couvrir le territoire français, d'aller jusqu'aux frontières. Alors, il y avait derrière un but de défense, et puis il y a eu aussi un but commercial, avec par exemple l'échange d'informations entre la place financière de Paris et la bourse de Bordeaux, ce qui a pu aussi donner lieu à certains scandales, parce qu'on pouvait bien capter les informations qui étaient alors transmises. Il pouvait potentiellement y avoir des délits d'initiés. Alors, il y avait une ligne qui passait près de Dijon, hein, euh, le télégraphe de la forêt de Rep était sur cette ligne qui rejoignait Tonnerre à Dijon. Alors, du coup, si on veut communiquer avec la lumière, de quoi on a besoin? Eh bien, on a besoin de mettre en place, de gérer un certain nombre d'éléments qu'on va voir ensemble pour mieux comprendre les télécommunications optiques. La première chose dont on a besoin, ça va être un émetteur qui va nous fournir la lumière et qui va ensuite supporter l'information. Cette lumière, elle va se propager, soit dans le vide, soit dans l'air, soit dans un autre milieu de propagation, avant d'arriver sur le récepteur. Le récepteur le plus simple, c'est l'œil, on en est tous dotés. Et puis, si on veut faire passer un message plus élaboré que juste la présence d'un danger, eh bien, il va falloir qu'on place un code. Par exemple, on pourrait se dire, utiliser le code Morse. On a juste la limite que là, c'est juste un texte qu'on va pouvoir transmettre. Et enfin, si on veut prolonger sur des centaines de kilomètres de transmission, on va mettre régulièrement en place des relais. Donc voilà tous les ingrédients qui vont intervenir. Je répète, l'émetteur, et on met un code sur la lumière qui est émise par cet émetteur. Alors cette phase où on place le code sur la lumière, on l'appelle la phase de modulation. Et ensuite, la lumière avance dans le milieu de propagation tout en étant régulièrement réamplifiée. Tout ça jusqu'au récepteur final. Eh bien, on va voir toutes ces briques élémentaires les unes après les autres, à commencer par le code. Alors, ce code, eh bien, c'est le code qui est le plus utilisé, c'est le langage binaire qui est exclusivement composé de 0 et de 1. Et sa force, c'est que c'est le code du domaine de l'informatique. Donc tous les ordinateurs travaillent avec ce même code. Et qu'on manipule un texte, une image, un son ou bien de la vidéo, tout est transformable en cette succession de 0 et de 1. Donc, tout l'électronique fonctionne en langage binaire. Donc, ce sera simple de faire le lien entre l'électronique et l'optique. Ils utilisent le même code. Et on sent très bien que le 0, ce sera pas de lumière. Et le 1, ce sera une petite impulsion lumineuse. Donc, une succession d'obscurité et de 1, ça va nous donner le message qui sera transmis, le message lumineux qu'on va véhiculer. Et le débit, ce sera le nombre de 0 et de 1 qui passent en une seconde. Alors, j'ai déjà donné quelques-uns des préfixes, mais je vais les rappeler ici. Méga, c'est pour 1 million. Giga, c'est pour 1 milliard. Tera, c'est pour 1000 milliards. Péta, 1 million de milliards. Et hexa, 1 milliard de milliards. Donc, on va utiliser ces préfixes
pour quantifier le nombre d'informations qu'on va échanger. Et si on considère quelque chose que vous regardez des fois juste sur votre téléphone portable, une vidéo haute définition. Une image, c'est composé en haute définition, c'est une grille de 1920 pixels horizontalement et 1080 pixels verticalement. On a 30 images par seconde et c'est des images en couleur, donc on a 8 niveaux de rouge, de vert et de bleu. Et si on multiplie tout ça, ça nous donne le nombre de bits d'information dont on a théoriquement besoin pour coder une seconde de vidéo. Il nous faut quasiment 1,5 milliard d'informations par seconde, ce qui est colossal. Et si on va vers des standards avec une meilleure qualité, c'est le standard 4K, dans ce cas-là, c'est pas 1,5 milliard d'informations par seconde dont on a besoin, mais c'est 6 milliards d'informations par seconde, ce qui est absolument colossal. Bon, fort heureusement, il y a eu des progrès dans les sciences du traitement du signal et on dispose de ce qu'on appelle des algorithmes de compression qui vont nous permettre bien, de réduire ce nombre d'informations de manière assez significative. Donc on n'aura pas besoin en pratique de gérer autant d'informations par seconde. Ensuite, l'autre brique qui va intervenir, c'est l'émetteur. Alors, la nature de la lumière qui est utilisée, c'est une onde électromagnétique. Ça veut dire qu'elle va tomber dans la grande famille des ondes. Ça va être comme les micro-ondes qui sont utilisées pour la téléphonie 4G, ça va être de la même manière que les ondes hertziennes ou bien que les ondes radio. Donc, dans ce cas-là, on a les mêmes équations qui régissent tous ces phénomènes et on va pouvoir transférer ce qu'on sait faire d'un domaine à l'autre. Alors, quand on parle de communication optique, on parle de communication avec la lumière visible et puis aussi avec de la lumière infrarouge qu'on ne discerne pas directement à l'œil nu, mais qui peut quand même être véhiculée à travers les réseaux optiques. Et pour les communications de grande qualité, on a besoin d'une source lumineuse de qualité. Et la meilleure source dont on dispose, c'est le laser. C'est là où on aura la lumière qui est la plus pure possible. Alors, quand on parle laser, on pense souvent à des choses extrêmement puissantes, à des choses dangereuses, à des choses massives. On a toutes ces propriétés possibles avec le laser, mais on a aussi des tout petits lasers. Ici, vous voyez la taille de cette diode laser comparée à une pièce d'1 centime, ça peut être vraiment miniaturisé. Donc, il ne faut pas forcément s'imaginer des gros dispositifs. Et les communications optiques, eh bien, intègrent des lasers comme source lumineuse. Concernant l'étape de modulation qui est inscrire le code dont on a besoin sur la lumière émise par le laser, eh bien là on a besoin d'un interrupteur qui va être excessivement rapide parce que cet interrupteur il doit pouvoir éteindre la lumière, allumer la lumière en un temps record s'il veut faire cette opération 1 milliard de fois voire plus par seconde. Donc ça, on ne va jamais réussir à atteindre ce genre de performance avec un dispositif mécanique où il y aurait par exemple une pièce qui bouge pour ouvrir, fermer le passage de la lumière. On a trouvé une solution qui est une cellule électro-optique qui est un cristal où lorsqu'il y a un courant électrique qui passe s'ouvre quasi instantanément et quand il n'y a pas de courant, eh bien, va se fermer tout aussi rapidement. Et ça, ça va nous permettre de faire la jonction entre l'électronique et puis l'optique. Donc c'est des dispositifs, hein. Là en jaune à l'entrée, c'est l'entrée de la fibre. Et ici, c'est l'entrée du signal électrique
qu'on va utiliser pour coder notre information. Alors, on sait faire des modulateurs très très performants en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une start-up issue de laboratoire de recherche académique de l'Université de Franche-Comté, du laboratoire qui est maintenant devenu le laboratoire FemtoST, qui est vraiment extrêmement performant dans la création de dispositifs, de modulateurs très avancés. Cette entreprise, ça s'appelle Photeline. Elle est toujours située à Besançon. Elle a été reprise par une autre entreprise française qui s'appelle XBlue, qui est spécialiste des solutions de haute technologie, notamment les solutions photoniques. Donc, on sait émettre la lumière, on sait la moduler. À l'autre bout, il faut savoir la recevoir. Et le récepteur, ça va être une photodiode qui va convertir la lumière reçue, donc une information lumineuse, elle va être transformée en une information électrique. Donc on rebascule dans le domaine électrique, dans le domaine de l'électronique. Et là encore, les photodiodes, ça peut être des tout petits composants, éventuellement miniaturisés. Alors, ce qui va être intéressant avec l'émetteur, le modulateur et le récepteur, c'est qu'on va pouvoir les combiner pour créer ce qu'on appelle un transcepteur. Alors, d'où vient cet intérêt pour le transcepteur? Eh bien, vous voyez, dans une communication, d'un côté, je vais avoir besoin du laser, du modulateur, et de l'autre, de la photodiode pour recevoir. Mais si j'ai juste ça, eh bien, ma communication, elle va aller que dans un sens. Donc, si je veux pouvoir vraiment échanger dans les deux sens, il faut que j'ai diode, laser et modulateur du côté de l'émission et du côté de la réception. Et puis, je dois aussi avoir certaines fonctions de test. Donc, voilà, il faut que j'ai tout ça qui soit regroupé. Il y a eu des composants qui permettent de faire toutes ces opérations simultanément. C'est le transcepteur qui regroupe donc émission, réception, électronique, modulation. C'est des composants qui ont été normalisés. De profondeur, c'est juste 5 cm et de largeur 1,3 cm. Donc c'est des petits composants. Les premiers prix, c'est autour de 20 €, hein, et vous avez déjà une solution de d'émission et de réception optique. Et si vous regardez votre box Internet, ici j'ai pris l'exemple de la Freebox Revolution. À l'arrière de la box, eh bien, il y a des compartiments. Alors, il y a des compartiments pour les prises Ethernet ici, donc pour les communications électriques, de nature électrique. Et puis, il y a un logement à côté sur lequel il y a marqué fibre. Et ce logement, en fait, il est destiné à recevoir le SFP, le transcepteur qu'on va venir enclencher à l'intérieur. Et dès qu'on a fait cette opération, eh bien, la box, elle est capable de d'émettre et de recevoir de la lumière. Elle sera immédiatement prête pour les communications optiques. La dernière chose qu'il faudra lui faire, c'est venir lui mettre la fibre en entrée. C'est tout. Donc c'est le logement SFP qu'on trouve à l'arrière des box. Alors là, je vous ai parlé de l'utilisateur. Maintenant, de l'autre côté, c'est les grands centre où on va avoir eh bien, la direction de toutes les informations. C'est les réseaux du côté du distributeur. Et là, ils doivent être en mesure d'aiguiller l'information vers les différents utilisateurs. Donc là, on va avoir des armoires entières qui vont contenir un très grand nombre de SFP, basiquement quasiment un par utilisateur. Et c'est vraiment ici la gare de triage de l'information. Donc au niveau du central du fournisseur d'accès, c'est là où il va répartir les informations entre les différents utilisateurs.
Donc là, on a des éléments clés, mais qui se trouvent du côté des centraux. Alors, j'ai pas encore parlé du milieu de propagation de la lumière. La lumière, en fait, elle peut se propager dans le vide. On peut utiliser la lumière pour communiquer, par exemple, dans l'espace. Elle peut se propager dans l'air. Alors là, on va être quand même soumis à pas mal de restrictions. Tout d'abord parce que la lumière se propage uniquement en ligne droite. Donc, si sur son trajet, il y a un obstacle, elle va être arrêtée, elle va pas être en mesure de contourner cet obstacle, ou alors il faut mettre un jeu de miroir, ce qui est toujours compliqué. Autre souci, c'est que la lumière, si vous avez un temps pluvieux, si vous avez du brouillard, elle va être affectée par toutes les conditions météorologiques, par la turbulence. Et puis dès qu'on parle de lumière qui se propage à l'air libre, eh bien ça veut dire aussi réglages qui peuvent être très délicats. On sait faire des communications à l'air libre, mais c'est pas la solution qui est privilégiée. La solution que les personnes préfèrent, c'est utiliser la fibre optique. Ça a été notamment proposé suite aux travaux de Charles Cao en 1967. Alors, ces travaux, il faut les mettre aussi en relation avec les travaux qui ont conduit à la naissance du laser au tout début des années 60. Et ce qu'a proposé Cao, c'est de combiner ces fils de verre, ces fibres optiques qui venaient d'être proposées, avec l'utilisation de lasers qui émettent dans l'infrarouge, sachant que le verre absorbe moins la lumière dans l'infrarouge et donc est plus performant pour les télécommunications. Donc ça, cette idée, ça lui a valu le prix Nobel qu'il a obtenu en 2009, c'était un prix Nobel de physique. Voilà. Donc là, je vous avais juste passé une petite vidéo où on voyait Charles Cao jeune au moment où il a proposé cette idée. Alors, ces fibres optiques, on peut avoir des fibres optiques en polymère, mais c'est pas pour les communications les plus intenses. Ce sera juste, par exemple, au niveau d'un bâtiment ou d'une maison. Dès qu'on veut aller toucher des performances beaucoup plus élevées, on va se tourner vers des fibres de silice. La silice, c'est du verre extrêmement purifié. Et là, qu'est-ce qui permet à la lumière d'être emprisonnée dans la fibre? Eh bien, le principe physique, il est aussi vieux que Descartes. Il est contenu dans le discours de la méthode, dans la partie qui parle de la dioptrique. C'est la seconde loi de la réflexion. Et
Et cette loi de la réfraction, elle nous dit que quand on a un milieu qui a un indice optique plus élevé qu'un autre milieu, eh bien, on peut enfermer la lumière dans le milieu qui a l'indice optique le plus élevé. C'est le processus de la réflexion totale. C'est ce qu'on a à l'œuvre dans la fibre optique. La fibre optique, c'est quelque chose de circulaire. On a un cœur qui fait typiquement pour les fibres performantes 10 microns de diamètre. Et ce cœur a un indice un petit peu plus élevé que la silice qui l'entoure, qui constitue la gaine. La taille de cette gaine, c'est 125 microns. C'est quasiment la taille d'un cheveu. Donc là, on voit un petit peu les dimensions, hein. La lumière, elle va être enfermée dans un cœur qui est 10 fois plus petit que la taille d'un cheveu. Et dans ce cœur, eh bien, elle va rebondir à l'interface cœur-gaine. Elle va vraiment être enfermée et donc elle va se propager tout au long de cette fibre optique. Et même si on a une petite courbure, eh bien, elle va pas s'évader de la fibre. Alors, ce principe avait déjà été mis en évidence euh, pour une application plus récréative qui était les fontaines lumineuses. L'eau a un indice qui est supérieur à l'air qui l'entoure et du coup, la lumière, c'est possible de l'enfermer dans un jet d'eau. Donc là, on le voit bien sur cette image où on a le faisceau laser qui suit parfaitement la courbure du jet d'eau, alors que normalement, un faisceau laser, c'est censé se propager en ligne droite. Alors, quelques repères au niveau des dates. 1964, c'est la première fois qu'on propose l'utilisation des fibres optiques. 1970, c'est la première fibre optique qu'on peut qualifier de moderne, qui a été conçue chez Corning. Chez Corning, c'est un grand verrier américain. Et 1979, c'est la première fibre optique dite monomode. C'est l'architecture qu'on utilise encore le plus actuellement dès qu'on fait des communications très longue distance. Alors, comment on construit ces fibres optiques? Parce que des fils qui font seulement 100 microns de diamètre, c'est pas forcément si simple à produire. Alors, la méthode, c'est de partir d'un tube qui fait environ 1 mètre de longueur avec un diamètre qui fait 10 centimètres. Initialement, le tube est creux. On va faire passer un gaz qui contient différents constituants à l'intérieur et ces constituants vont au fur et à mesure remplir l'intérieur du tube et en changeant la composition de ce gaz, eh bien, on va être en mesure de changer l'indice. Donc, au final, eh bien, on a un barreau avec un cœur, une gaine, mais il fait 10 centimètres de diamètre. Alors, ce barreau, on l'appelle aussi préforme, on va le positionner en haut d'une tour. Et on va le mettre dans un four qu'on va faire chauffer très fort, au-dessus de 1800 degrés, de manière à faire fondre la silice. La silice, quand elle fond, quand elle devient liquide, eh bien, c'est un matériau qui est visqueux. On peut penser au miel, qui lui aussi est visqueux. Quand vous avez une cuillère de miel et que vous faites couler du miel, ça fait une goutte. Puis derrière, il y a un fil qui suit cette goutte. Eh bien, pour la silice, ça va être pareil. La silice fondue va former une goutte qui va entraîner derrière un fil. Ce fil, on va le récupérer et on va le bobiner. Alors pourquoi une tour aussi haute? C'est parce que au fur et à mesure que le fil va tomber, il va aussi se refroidir. Et du coup, ce qu'on récupère en bas, eh bien, c'est le fil qui est solide, qu'on peut embobiner. Il n'est plus du tout liquide. Et à partir de notre préforme qui faisait initialement juste 1 mètre, on est capable de créer des bobines qui font une centaine de kilomètres de fibre optique.
Alors, ce qui a permis à la fibre optique de s'imposer très rapidement, c'est tous les atouts dont elle dispose. Son niveau de perte est extrêmement faible. C'est sans commune mesure avec les pertes qu'on peut avoir dans le réseau électrique, dans le réseau ADSL par exemple. Là, la fibre optique, ça va permettre vraiment de véhiculer l'information sur plusieurs dizaines de kilomètres. Un point qui avait son importance à la fin des années 60, parce qu'on était dans une période de guerre froide, l'affrontement entre deux blocs, c'est que la communication par fibre optique est a priori sécurisée. Votre information, elle est dans le cœur. C'est pas une information qui diffuse. Donc si on veut accéder à l'information, eh bien, il faut casser la fibre optique pour avoir accès au cœur. Là, si on met juste un capteur autour de la fibre optique, on va rien récupérer du tout comme information. Le débit, j'en ai déjà parlé. Avec la fibre optique, on parle tout de suite de milliards d'informations par seconde, alors que la DSL, c'est quelques millions, voire quelques dizaines de millions d'informations par seconde dans les meilleurs cas. Et enfin, autre propriété, c'est que la fibre optique est insensible à tout ce qui est parasite électromagnétique. C'est aussi totalement insensible à tout ce qui est conditions ambiantes. Donc beaucoup d'atouts pour cette technologie optique et cette fibre. Alors, il me reste un dernier élément, une dernière brique à vous évoquer, eh bien, c'est les relais, ce qui permet de redonner au signal de l'énergie de manière régulière. Alors, ces relais, eh bien, ça va aussi utiliser de la fibre optique et on va combiner dans ces fibres optiques spéciales qui contiennent des ions terres rares, par exemple l'herbium. On va combiner notre signal avec autre laser et l'autre laser va redonner l'énergie au signal qui se transfère. Et du coup, comme ça, on va rebooster le signal qui se propage et gagner des kilomètres. Donc là, c'est l'image d'un du montage d'un amplificateur. On voit que les personnes travaillent en salle blanche, c'est pour éviter toute poussière. On est dans les mêmes conditions ici que le spatial, à savoir on construit une infrastructure qui va devoir ensuite travailler sans intervention humaine, ça pendant une quinzaine d'années. Alors, typiquement, ces relais, on va les espacer régulièrement. On va les espacer tous les 80 ou 100 kilomètres. Il y a quand même un petit compromis à faire. On ne doit pas mettre trop de relais, trop d'amplificateurs, parce que chaque amplificateur a tendance à dégrader la qualité de l'information. Donc voilà, là il y a des phases d'ingénierie qui sont réalisées. Et comme je vous parlais d'énergie, eh bien, ça permet de garder à l'esprit que dès qu'on communique, on a une certaine dépense énergétique qui est associée. Et c'est loin d'être négligeable. Les télécommunications, ça représente dans nos pays occidentaux quasiment 5% des dépenses énergétiques. Donc c'est pas un détail, ça a un coût qui n'a rien de virtuel. Et si on compare sous cet angle de vue deux technologies très différentes comme le Wi-Fi et la fibre optique, on voit que les niveaux de consommation sont totalement différents. Avec la fibre optique, pour transmettre 10 milliards d'informations par seconde sur plusieurs dizaines de kilomètres, vous avez besoin de 4 watts. Par contre, pour le Wi-Fi, pour juste transmettre 10 millions d'informations par seconde, et ça sur une maison, il va vous falloir de 10 à 30 watts. Donc on voit que ça demande beaucoup plus d'énergie, le Wi-Fi. Et l'explication, en fait, elle est assez simple. Dans un cas, la fibre optique, votre signal, il est contenu totalement
dans le cœur de la fibre optique. Donc, il ne va pas se diluer au fur et à mesure de sa propagation. Il est enfermé, alors que dans le cas du Wi-Fi, le but, c'est d'arroser la totalité du bâtiment. Donc forcément, bah, vous envoyez dans toutes les directions. Donc en termes énergétiques, c'est pas forcément très très efficace, mais ça permet d'envoyer partout. Donc là, il faut vraiment penser à l'utilisation qu'on désire. Donc grâce à ces bonnes performances en termes d'énergie, on va dire que la photonique, les fibres optiques, sont une solution verte. Ça vient pas du tout d'un côté biodégradable. La fibre optique, c'est du verre, donc c'est tout sauf biodégradable. Mais là, c'est bon quand même pour la planète parce qu'on réduit eh bien, la consommation énergétique. Alors, maintenant, nous pouvons voir comment on peut mettre toutes ces briques essentielles que nous avons vues ensemble pour avoir un réseau aussi performant. Alors, au niveau des réseaux, eh bien, on va faire la différence entre différents types de réseaux. Il va y avoir le réseau qui va aller jusqu'à l'abonné. C'est celui où les distances à couvrir sont plus basses et que ça va être quelques kilomètres. Par contre, ça ne va pas vouloir dire que ce sera le réseau le plus simple, parce qu'on va avoir beaucoup d'utilisateurs. Là, la navigation entre tous ces utilisateurs, la distribution de l'information va être plus compliqué. Donc nous, ici, on ne va pas se focaliser sur ces réseaux courte distance. Les problématiques sont très différentes des réseaux à très longue distance. On va s'intéresser juste aux réseaux à très longue distance. Et là encore, eh bien, suivant où on se situe, les challenges vont être différents. On va avoir, par exemple, les réseaux terrestres sur lesquels les câbles sont sur Terre et les réseaux sous-marins. Alors, dans le cas des réseaux terrestres, ils ont l'avantage de pouvoir être assez facilement alimentés. Par contre, la contrainte, c'est qu'on doit passer obligatoirement par certains points. Ça va être typiquement les grandes villes. Et si on regarde le réseau actuel de fibre optique, il n'est pas si différent du réseau romain parce que les grandes villes n'ont pas forcément changé d'emplacement. L'un des points aussi qu'on doit garder à l'esprit quand on développe le réseau terrestre, c'est qu'il est plus vulnérable aux différentes sources de dégradation. De l'autre côté, les réseaux sous-marins, la difficulté, ça va être l'accès. On va avoir des câbles qui vont pouvoir éventuellement reposer à plusieurs kilomètres de profondeur. Mais l'avantage, c'est qu'on va avoir des très longues distances sans obstacle. Là, ça va être beaucoup plus simple. Il n'y a pas de relief naturel à contourner. Alors ici, c'est juste une carte des réseaux longue distance aux États-Unis. On voit qu'il peut y avoir beaucoup d'intervenants différents. C'est pas forcément un problème parce que tout le domaine des communications optiques est bien codifié. Il y a des normes qui est dressée par TI, par l'U, et du coup, il peut y avoir des échanges d'informations entre les différents partenaires. Ce que je vous ai mis ici, eh bien, c'est la photo d'une femme qui, à elle seule, a réussi à couper 3 pays d'Internet. Alors, c'était en 2011, en Arménie. Cette Brada de 75 ans, dans son jardin, trouvait qu'il y avait une racine qui gênait dans le sol. Elle l'acier et du coup, 3 pays sont directement trouvés privés d'Internet, ce qui montre qu'on peut avoir une certaine vulnérabilité par rapport à l'enjeu de ces câbles optiques. Alors, à partir de maintenant, on va surtout parler des câbles sous-marins. Et en fait, on n'a pas attendu la fibre optique pour avoir des câbles sous-marins. Il y a eu dès la seconde moitié du 19e siècle des câbles sous-marins qui ont été installés entre l'Europe et les États-Unis. Premier câble 1858.
c'était un câble pour par des communications électriques. Et si on regarde le réseau en 1901, il était déjà bien fourni avec des communications entre l'ensemble des continents. Alors, c'est quoi la différence avec le réseau de fibre optique? Eh bien, c'est avant tout la vitesse. Avec ce type de réseau, eh bien, on pouvait transmettre que des télégrammes, donc des messages courts qui arrivaient beaucoup plus lentement. Disons que là, le nombre de messages qui pouvaient être envoyés en une journée était beaucoup plus faible et il était totalement impensable de passer des vidéos ou des images à travers ces câbles. Le premier câble, hein, c'est 1988, premier câble de fibre optique. Alors, quand on regarde un câble de fibre optique, la structure, c'est plus complexe que juste le morceau de verre qui constitue la fibre. Alors, tout d'abord, on va grouper un certain nombre de fibres. On ne va pas installer une fibre unique, on va en installer par exemple 8 fibres. On va ensuite protéger cette fibre avec du plastique, avec aussi des armatures métalliques. On aura des parties, par exemple, avec du téflon qui va permettre à toutes ces différentes protections de pouvoir coulisser les unes par rapport aux autres. Et si on regarde les câbles, eh bien, on s'aperçoit que plus le câble est destiné à aller profondément, plus il va être massif. Non, au contraire, plus il va être léger. Et ça, bah, on peut le comprendre parce que les dangers pour les câbles sous-marins, les sources de dégradation possibles, elles sont de moins en moins importantes au fur et à mesure qu'on va descendre au fond de l'océan. Au bout de quelques kilomètres de profondeur, il y a beaucoup moins de choses qui se passent, il y a beaucoup moins de possibilités eh bien, de casser ce câble de fibre optique. Sa structure va être plus légère et du coup, il va aussi peser moins lourd, il va prendre moins de volume à installer. Alors, ces câbles de fibre optique, pour les installer, eh bien, on les place sur des navires. La France possédait 2 de ces navires, il y en a très peu dans le monde, et ces navires câbliers vont ensuite les dérouler et vont connecter des deux côtés le câble de fibre optique. Vous voyez, dans le navire, hein, dans la coque du navire, le câble a été au préalable très soigneusement enroulé. Et la partie où il est plus vulnérable, c'est le long des côtes. Donc là, il sera enterré. Je vous ai mis ici, eh bien, une vue des différents câbles qui sont actuellement en activité entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, vous voyez, il y a un grand nombre de câbles qui sont d'ores et déjà installés, donc toutes les informations ne passent pas par un câble unique. Quelques câbles les plus récents, le câble Marea, qui fait 6600 km et qui est capable de supporter un débit de 160 terabits par seconde. Donc 160 000 milliards d'informations par seconde. Il fait son poids, 4600 tonnes, et il fait aussi son prix, c'est un investissement supérieur à 300 millions d'euros. Mais pour l'instant, ces investissements dans les fibres optiques sont des investissements qui sont très rentables, donc qui sont remboursés en quelques années seulement. Donc ces performances, ça permet d'avoir 71 millions de vues en streaming. Et le propriétaire de ce câble, en fait, il y a deux propriétaires qui sont Facebook et Microsoft. Un autre câble très récent, le Pacific Light Cable Network, qui lui est encore plus long, avec près de 13 000 km pour rejoindre Los Angeles à Hong Kong, un débit un petit peu inférieur, mais qui reste tout à fait considérable, de 120 terabits par seconde. Et là, les propriétaires, c'est Google et est associé à Facebook. Alors, au niveau global, c'est 448 câbles qui sont déployés actuellement. Et à travers ces 448 câbles, on a 99% des échanges d'informations intercontinentaux. Donc ça représente en valeur quelque chose de très significatif.
Et autre chose, autre point qu'on voit se développer, c'est la part croissante des GAFAM, qui est maintenant supérieure à 50%. Donc GAFAM, c'est pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, donc les grandes sociétés américaines qui ont vraiment la main maintenant, non seulement sur les contenus, non seulement sur les interfaces, sur les données, mais aussi sur les infrastructures physiques qui permettent d'échanger ces données. Donc là, ça peut aussi poser des questions au niveau stratégique et à plus long terme sur la manière de communiquer. Je vous ai dit les fibres optiques, 99% des échanges, ça veut dire qu'il reste 1%. Et ce dernier pourcent, ça va être apporté par les satellites. Les satellites, je vous ai mis un exemple ici, c'est le satellite Viasat 1 qui est l'un des plus puissants, 625 millions d'euros. Donc on voit que c'est plus cher que la fibre optique. Et en termes de débit, c'est 140 gigabits par seconde, donc 140 milliards d'informations par seconde. C'est 1000 fois moins important qu'un câble de fibre optique. Alors pourquoi envoyer des satellites dans l'espace? Dans ce cas-là, si c'est plus cher et moins performant, c'est parce que ça répond à un besoin différent. Les câbles de fibre optique, vous allez, c'est les personnes qui sont des deux côtés qui vont en bénéficier, mais si vous êtes au milieu d'un désert, vous n'aurez jamais accès à la fibre optique. Par contre, vous aurez accès aux satellites. Donc, le satellite, ça permet de desservir partout sur la planète, là où la fibre optique demande déjà une infrastructure bien en place, qui est déployée et qui fonctionne. Donc, c'est vraiment des besoins des publics qui sont différents. Alors, bien sûr, on peut se demander pourquoi avoir besoin toujours de plus de fibre optique. Eh bien, c'est parce que en face, il y a un besoin qui lui aussi est toujours croissant. Et si on regarde le nombre de données échangées par mois, dans ce cas-là, on arrive dans les exabits, c'est-à-dire des milliards d'informations échangées tous les mois, et ce chiffre est en croissance très régulière, 25% tous les ans. Ça veut dire qu'il faut prévoir les tuyaux qui augmentent dans les mêmes proportions. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette croissance, elle affecte l'ensemble de la planète, majoritairement en Asie-Pacifique, c'est eux qui ont un poids dominant, l'Amérique du Nord aussi, l'Europe, ça contribue à hauteur de 12,5%, donc un huitième des échanges d'informations. Et le nombre de machines qui sont connectées à un système de communication, ici pas uniquement fibre optique, tout système confondu, va lui aussi croître de manière régulière. Et on s'aperçoit qu'on a les smartphones, les télés, les PC, les tablettes, et puis M2M, M2M, ça veut dire machine à machine. Donc ça va être des échanges entre deux machines, sans forcément l'intervention d'un humain. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Mais bon, de manière globale, il y a une tendance qui est là, c'est l'augmentation du nombre d'instruments qui sont connectés au réseau par personne. Maintenant, c'est pas rare d'avoir un ordinateur portable, une tablette, un smartphone, et puis d'autres objets connectés. Donc tout ça, ça génère des informations qui doivent ensuite prendre différents réseaux. Au niveau de ce qui est transmis, ce qu'on voit, c'est que la majorité d'informations transmises, c'est de la vidéo, que ce soit de la vidéo sur Internet ou bien de la vidéo à la demande. Les sites web, c'est 17%, le partage de fichiers 7%. Donc vous voyez, toute cette demande, c'est avant tout pour la vidéo, ça va être YouTube, ou bien ça va être Netflix, avec tous ces films à la demande qui sont proposés. Et au niveau
des besoins de Netflix. Si vous prenez 10 utilisateurs de Netflix qui regardent un film en très haute définition, ça représente le même débit que l'ensemble de toutes les télécommunications mondiales en 1992. Vous voyez, il a fallu gérer bien, les tuyaux pour pouvoir satisfaire toute cette demande croissante et ce développement de réseau avec une qualité qu'on n'avait pas précédemment. Et tout ça, comment on a réussi à le faire? Eh bien, c'est grâce à des sauts technologiques réguliers. Depuis les années 70, eh bien, on a fait un certain nombre de progrès qui ont permis d'augmenter à chaque fois les performances, que ce soit en termes de longueur ou bien que ce soit en termes de débit. Donc le rythme est quand même assez élevé parce que si on observe sur 30 ans, on a amélioré les performances d'un facteur 100 millions et ça représente un facteur 10 tous les 4 ans. Et du coup, on peut appliquer sur cette période une loi de Moore. La loi de Moore, elle est avant tout connue en électronique et elle prédit un doublement des puissances de calcul des processeurs tous les 2 ans. Eh bien, en optique, on a le même type de loi qui nous dit que les capacités débit fois distance, eh bien, ont progressé d'un facteur 2 tous les ans. Donc ça a été maintenu pendant plusieurs dizaines d'années grâce à toutes ces inventions, tous ces sauts technologiques qui ont pu être faits au niveau physique ou bien au niveau informatique. Alors je ne vais pas vous passer en détail l'ensemble de ces progrès technologiques. Je vais peut-être par exemple juste vous parler du WDM, qui veut dire multiplexage en longueur d'onde. Et le principe, c'est que avant cette invention, dans une fibre optique, vous envoyez uniquement un laser, c'est-à-dire une couleur bien déterminée. Grâce au multiplexage en longueur d'onde, eh bien, vous allez envoyer plusieurs couleurs sur la même fibre optique. Chaque couleur transportera eh bien, une information et tout va se propager dans la fibre optique sans se mélanger. Et du coup, en sortie, on va être capable de récupérer toutes ces informations, de les séparer. Et si on a par exemple 100 couleurs différentes à l'entrée, ça fait 100 canaux, et on a multiplié la capacité de la fibre optique par un facteur 100. Donc tout ça, eh bien, ça a bien marché. Ça a permis d'utiliser les longueurs d'onde qui sont les plus pertinentes a priori, c'est autour de 1550. On arrive quand même un petit peu aux limites de cette faculté de multiplexage en longueur d'onde. Donc dans ce cas-là, chaque FP aura une longueur d'onde différente. Là, c'est un dispositif qui nous permet de combiner toutes ces longueurs d'onde. Et sur ce petit schéma, on voit que toutes les donnes de ce peigne, on appelle ça un peigne de fréquence, correspondent à un signal qui sera transmis. Donc on est capable comme ça de mettre un très grand nombre de signaux. Mais ça y est, on a rempli la totalité de la place qu'on avait. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est explorer d'autres régions du spectre électromagnétique, et notamment autour de l'infrarouge un petit peu plus lointain. Donc, c'est notamment ce qu'on a fait à Dijon, en explorant tout ce qui est transmission autour de 2 microns. Ça, c'est une thèse qui a été réalisée par Manon Lamy, sous la direction de Kamal Amani et de moi-même, où on s'était intéressé à aller essayer de voir tout ce qu'on pouvait faire autour de ces longueurs d'onde de 2 microns, ce qui demande bien, une circuiterie un petit peu différente de la circuiterie traditionnelle. Donc ces recherches, elles sont faites au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, sur le campus de Dijon, c'est au bâtiment Mirande. Alors, la lumière, elle n'a pas que la couleur, comme degré de liberté, elle en a plein d'autres, et tous ces degrés de liberté pourront et sont déjà utilisés pour accroître encore les performances des fibres optiques. Et sur ça, eh bien, ce même laboratoire
le laboratoire ICB et son département qui est dédié à la photonique, à la science du photon, donc à la science de la lumière, eh bien, essaye de contrôler à tous ces degrés de liberté pour atteindre les performances ultimes. Et on voit que globalement, on continue à progresser sur les performances des systèmes de communication optique avec un rythme qui est quand même plus lent. Donc ici, c'est des études tirées d'un article scientifique de Windsor et co-auteurs. Alors, juste ici, c'est différents records qui ont pu être faits par le passé. On voit notamment que Alcatel, une société française, était parmi les sociétés capables de battre des records de performance. Il y avait aussi, au meilleur niveau mondial, les consortiums japonais. Et les derniers records montrent maintenant qu'on arrive presque aux milliers de pétabits par kilomètre par seconde. Donc des performances inimaginables il y a seulement une dizaine d'années. Bon, eh bien pour terminer, je vais donner quelques mots sur bah, un autre axe de développement actuel utilisant la lumière et les technologies optiques pour communiquer. Ce ne sont plus les télécommunications, mais ce sont les communications de données. Donc là, l'objectif, ce sera uniquement de transmettre deux données entre deux machines. C'est typiquement ce qui va se passer dans le secteur des data centers. Et ces échanges de données, eh bien, ils prennent une part de plus en plus importante dans tout ce qui est transmission. Alors là, je vous ai mis un exemple de ces centres de données. C'est ici le centre qui a coûté 200 millions d'euros. Et à l'intérieur, eh bien, il y a beaucoup de machines, des disques durs, des moyens de stockage et 6400 km de fibres optiques sont là pour permettre d'échanger entre l'ensemble de ces machines. Donc ici, c'est un data center de Facebook. Alors, vous voyez, toutes ces fibres, si on fait ça comme un cochon, ça peut donner un plat de spaghettis où personne n'arriverait à s'en sortir. Non, les bons data centers, tout est vraiment bien organisé et on s'y retrouve facilement. Alors, dans ce cas, dans le cas des data centers, on sent que les contraintes vont être différentes des communications à très longue distance dont je vous ai parlé. Quand on voulait communiquer à très longue distance, les enjeux, c'était avant tout de transmettre un débit qui était énorme et de l'envoyer le plus loin possible. Là, si on veut communiquer sur quelques mètres, voire quelques centimètres, voire encore moins, on n'aura pas ces mêmes contraintes. Et la contrainte qu'on aura, c'est une contrainte de consommation énergétique. Il va falloir utiliser le moins d'énergie possible pour éviter que l'ensemble chauffe. Parce que si on utilise trop d'énergie, on va avoir échauffement, c'est ce qu'on a dans le domaine électrique, donc augmentation de la température, dégradation des composants et facture qui sera très grande. L'optique, on en a déjà parlé, ça, sur ces aspects, ça a vraiment des atouts. Et puis l'autre contrainte, c'est une contrainte de taille. Il faut que les composants qu'on utilise soient les plus petits possibles, soient miniaturisés. Parce que là, il va falloir qu'on en mette une grande densité. Donc pour lutter contre la température, hein, les grands centres de données, eh bien certains sont installés dans les pays froids. C'est par exemple ce data center en Suède, ouvert en 2016. Donc je n'ai pas besoin, je pense, de vous dire à quelle entreprise il appartient. Et une autre technique qui a été mise en place à l'Université de Bourgogne, c'est d'essayer de récupérer toute cette chaleur qui est dégagée
Ici, à Dijon, le data center est vert, c'est-à-dire que la chaleur qui est dégagée est renvoyée dans le réseau de chaleur du Grand Dijon. Donc ça avait été un choix qui avait été fait lors du lancement du Green Data Center moderne. Au niveau de la contrainte de taille, eh bien, l'idéal, c'est d'essayer de faire avec l'optique ce qu'on a pu faire avec les microprocesseurs. Et là, du coup, on a des acteurs qui apparaissent, les grands fabricants de microprocesseurs, IBM, Intel, Hewlett-Packard, qui ont développé des unités de recherche qui sont dédiées eh bien, à l'optique. Et pour eux, c'est d'autant plus pertinent qu'on s'est aperçu que le matériau sur lequel sont basés les processeurs, c'est le silicium, eh bien lui aussi, il est en mesure de transporter la lumière. La silice, le silicium, on sent que c'est proche, et du coup, ce matériau silicium où on a des experts dans le domaine de l'électronique, il va pouvoir être réemployé pour l'optique. On va pouvoir avoir du coup la possibilité eh bien, de fusionner un peu ces mondes de l'optique et d'électronique pour des nouvelles solutions. Ça pourra être des communications entre des processeurs électroniques qui vont utiliser pour certains segments de l'optique. Donc sur ce genre de problématique, on a là aussi des équipes qui travaillent au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. On a une plateforme de réalisation de composants photoniques et puis une plateforme de caractérisation de ces composants. Donc comme ça, il a été possible d'imaginer des nouveaux composants sur des nouvelles technologies, de les tester, ou bien aussi de tester des nouveaux matériaux sur des projets variés, financés par l'Europe, par la région Bourgogne-Franche-Comté, ou bien encore par l'Agence nationale de la recherche. Et pour terminer, je vous ai beaucoup parlé de l'optique pour les transmissions, mais l'optique, elle peut aussi intervenir pour faire des calculs et pour changer la donne au niveau des ordinateurs pour imaginer une toute nouvelle génération d'ordinateurs qui n'utiliseraient plus les transistors traditionnels. Donc il y a deux voies qui sont possibles. Il peut y avoir la voie qui utilise l'optique quantique. Il y a des premiers fonctionnements d'ordinateurs quantiques qui ont été démontrés en utilisant la lumière. C'est tout récent, ça date à peine un peu plus d'un an. Et dans ce cas-là, voilà, on a les photons qui sont utilisés comme objets quantiques. Et l'autre possibilité, c'est notamment développé par une start-up française, c'est d'utiliser l'optique pour faire de l'intelligence artificielle. Et il a été montré que ça pouvait être pertinent et que ça pouvait facilement surpasser pour les gros calculs les possibilités des microprocesseurs traditionnels ou bien les possibilités des processeurs graphiques. Donc là, on a des nouvelles approches qui sont aussi extrêmement excitantes. Et sur ces thématiques, c'est pas le laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne qui est ici en pointe, ce sera plus un laboratoire avec lequel on collabore beaucoup, c'est le laboratoire FemtoST à Besançon, qui a des projets de recherche vraiment sur ces questions d'apprentissage, d'intelligence artificielle en exploitant l'optique. Eh bien, j'en arrive au terme de cette présentation. Eh bien, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions.